Alors, puisque nous allons être enregistrés, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Alors donc, troisième bientôt séance de travaux dirigés, mais pour l'instant rétrospective de la deuxième. Donc, il était question de pouvoir créer des stoppages dans la journée avec, par exemple, un smartphone ou un réveil qui sonne, soit de manière précise à telle heure, telle heure, telle heure, soit de manière aléatoire, on ne sait pas quand ça sonne, et d'un seul coup, stop! Je suis comme ça, je me tiens avec une jambe comme ça, avec une épaule comme ci. Ah bon, bah ça c'est ma machine, j'habite dedans, go, ça y est, j'ai remis en fonctionnement la machine, et puis je suis en train de regarder là-bas, et stop! Je me retrouve avec les yeux levés, avec mes yeux vers la lumière, ça pique un peu les yeux, mais c'est pas grave, go, et puis je repars, etc. Donc qui peut nous raconter un peu, beaucoup, peut-être pas trop, son expérience, ses expériences sur le stoppage simple? Oui, stoppage modulaire simple. Si vous voulez, je veux bien commencer. Vas-y Stéphane. Alors, ce que j'ai auto-observé à de multiples reprises, c'est que quand j'effectue cette action de stoppage, en fait, je suis toujours relativement systématiquement en train d'avoir des pensées que je suis. Donc, je suis en train d'imaginer. C'est un petit peu plus fort. Je suis en train d'imaginer qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce qui va se passer. Je suis toujours en train de calculer quelque chose. Donc ça, j'ai observé ça. Qu'est-ce que ça donne au niveau de ton corps? Au niveau de mon corps, il suit son cheminement classique, je dirais. Il n'y a pas forcément de... Ça, c'est un point important, c'est qu'il n'y a pas forcément de relation. Lorsque je pense comme ça, il n'y a pas forcément de relation entre ce que je pense et les mouvements de mon corps. Par contre, dès qu'intervient une angoisse ou une inquiétude ou une émotion, à ce moment-là, le corps, effectivement, se modifie. Je ne sais pas, le cœur se accélère ou les gestes, il y a des sortes de gestes de repli. C'est-à-dire que, par exemple, je me mets comme ça, par exemple. Je mets le genou gauche, le genou droit sur le genou gauche. Donc, il y a des modalités qui sont différentes. Alors, je te proposerais peut-être, prenons une terminologie neurocognéticienne, ma machine, et puis moi je me réveille dedans, ma machine croise un genou sur l'autre. Bon. Et puis, alors, je ne sais pas, tu n'as pas précisé ta méthodologie. Est-ce que tu as employé plutôt un smartphone aléatoire, un réveil aléatoire ou un réveil à tel Non, j'ai pas utilisé de moyens aléatoires extérieurs. Donc c'est le stoppage qui vient. J'ai pensé à effectuer cette action de stoppage de façon, je sais pas, en début de journée, je me dis tiens, je vais pratiquer le stoppage et donc voilà, ça me vient à un moment ou à un autre, mais j'ai pas pratiqué ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'arrêt sur image. L'arrêt sur image. C'est aussi une bonne méthode, elle a été évoquée dans le travail dirigé d'avant, donc tout à fait. Donc on peut en effet se dire, j'observe la machine, on était sur les 7 non-fonctions avant, mais c'est pareil, simplement en me disant, ce matin, ça me vient, je suis là, je suis comme ça, c'est contracté, c'est relaxé, c'est croisé comme ci, on s'est croisé comme ça, bon, pourquoi pas, oui. Et là, donc, il y a l'auto-observation. Et aussi, j'ai essayé d'observer c'est un peu particulier dans ma démarche, j'ai essayé d'observer un peu les rythmes de mon cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où le cœur va rapidement, ou est-ce qu'il est plus calme, en essayant de faire la relation entre le niveau émotionnel et le niveau corporel sur la base des battements du cœur. Donc là, on est sur la neurofonction 4 interne, mouvement interne en l'occurrence. Et j'ai également essayé d'effectuer des auto-observations des organes, mais là j'ai très peu
résultats. Parce que pour l'instant, c'est pas assez. J'ai pas assez de calme, comment dire, de calme mental pour conscientiser au-delà des douleurs qui font émerger des endroits sensibles. Au-delà de ça, par exemple, je m'étais dit au départ, je vais essayer de comprendre les mouvements qu'effectue chaque organe. Et pour l'instant, je n'y arrive pas. Voilà. Hormis le cœur, qui effectivement est quelque chose de plus accessible pour moi, et aussi les poumons. Mais voilà. Oui, la respiration. La respiration, c'est parce que je pratique un peu sur la respiration, j'ai un peu cette activité. Alors d'autres qui auraient expérimenté. Je rejoins un peu Stéphane. Je pense que je sens d'un je contracte. J'ai tendance à peut-être pincer un bras ou quelque chose comme ça si je sens nerveux, ou peut-être un morceau de mon visage. Je sens aussi beaucoup de tension vers les cuisses et on va dire les jambes. C'est là où on sent beaucoup plus tendu dans un moment de tension. Peut-être si je suis tendu, j'ai tendance à peut-être me mettre les bras autour de mon corps comme une sorte de protection, ou mettre mes mains dans les poches. Et si j'ai un costume, je mettrai dans les poches De la veste. si je suis au travail, de veste de costume. Tandis que si je suis plus détendu, détente, j'aurais tendance plutôt à laisser les jambes comme ça, à l'aise, et peut-être j'aurai une posture qui montre plus l'état de repos. Je ne sens pas que je dois me défendre contre toute agression possible. Ah oui, j'ai oublié un aspect, c'est que j'ai remarqué une sorte d'effet retard. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis contrarié, dans mon... Ta machine est contrariée. Voilà, si mon ego se sent contrarié, il y a une réaction quelques heures plus tard, qui est que j'ai toutes les vertèbres là qui se contractent à tel point que vraiment voilà. Et après, ça peut aussi se porter sur les intestins. Donc il y a une vraie, je commence à sentir un petit peu la relation entre un type d'émotion et où ça s'engramme dans le corps, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais où ça se répercute, et même à quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a des vrais effets sur ma biopsychomachine, des effets physiologiques que je peux ressentir à 2-3 jours, en faisant le lien entre une situation, ma réaction émotionnelle et les influences, les impacts sur le corps. Ce qui me permet aussi, quand j'ai l'esprit assez libre, ce qui n'est pas forcément souvent, d'effectuer ce travail inverse, qui est de dire, bon, ok, là, j'ai vraiment les épaules qui sont contractées, je sais pourquoi, je vais essayer de prendre 5 minutes et puis de faire un effort pour décontracter cette zone. Voilà, mais il y a des fois où c'est pas possible, il n'y a pas d'espace, et puis j'ai des fixettes mentales, donc j'ai des sujets de prédilection, en tout cas mon esprit a des sujets de prédilection, donc en fait il revient là-dessus et il compulse sur un sujet, il se met à calculer. Je calcule des choses. À ce coquin de cortex intellectuel qui calcule sans nous comme ça. Donc il est dans des choix, comme j'écris un peu dans l'article, hein, c'est-à-dire qu'il est dans un nombre de choix finis, figés, et il calcule, il passe d'un à l'autre, il évalue les probabilités, et puis
il aime ça en plus. Donc, il se raccroche à ça. C'est un peu comme quelqu'un qui serait au bord d'une falaise et qui se rattraperait pour pas tomber, en fait. C'est ce genre de mécanisme qui œuvre au-delà de moi et qui, quelque part, me chagrine un peu. Recentrons-nous sur... comme les mains qui me parlent. Recentrons-nous sur ce neurosystème corporel dans lequel nous habitons et se dire, voilà, on me stoppe. Alors, ça peut venir de moi, ça peut venir de mon réveil, mais même de quelqu'un, stop, et je me découvre que j'ai telle posture, ou que j'ai on reste corporellement attentif, telle posture corporelle, tel mouvement. Il y a des gens qui se retrouvent avec des petits mouvements, comme ça. Est-ce que, alors, par rapport à aussi ce que disait Laurent, on peut s'apercevoir qu'il y a des contractions dans telle ou telle partie, avant d'en arriver en effet à des contractions dans le haut de la musculature du dos. Donc, ce qui est interpellant, c'est aussi les moments, je ne sais pas si vous avez repéré, des moments particuliers où la machine est capable de se stopper. Oui. Alors, par exemple, Isabelle. En fait, moi, je me suis intéressée à voir ma biopsychomachine dans 3 états différents. La première, où je me préprogrammais une journée pour voir des états de stoppage, un peu comme tu disais, Stéphane, au départ. Ah, tiens, voilà, je me dis que dans la journée, je vais observer ma biopsychomachine qui s'arrête. Et donc, en général, 2 ou 3 fois par jour, ça me vient parce que le matin, je me suis auto-programmée pour que ça le fasse. Et puis, la deuxième possibilité, c'est par un réveil, effectivement. Et l'autre possibilité, c'est quand quelqu'un d'autre me stoppe. Et alors là, ce n'est pas du tout les mêmes réactions corporelles, mais absolument pas. Donc, en fait, je me suis rendu compte que quand ma biopsychomachine était préprogrammée par moi, tout se passait de manière très... voilà, je m'observe calmement, je me rends compte, il y avait même presque une petite autosatisfaction de me dire « Ah ben oui, j'y ai vraiment pensé toute seule comme ça, etc. » Et du coup, ça me mettait dans un bien-être presque... J'ai l'impression que ma biopsychomachine lâchait des hormones vraiment de satisfaction, d'apaisement, etc. Alors après, donc pas du tout de tension, mais je n'en observais aucune. Sur les 3 ou 4 fois, à chaque fois que j'observais ma biopsychomachine, je me sentais vraiment très relaxe. Voilà, c'était un temps de pause. Je l'ai ressenti comme un temps de pause, en tous les cas. Et alors, quand quelqu'un... Oui. Non, c'est parce que dans ton premier cas, tu as pris une décision d'accompagner la machine, la biopsychomachine, une décision d'accompagner ton stoppage. Et dans l'autre cas, il n'y a pas de décision. Donc, tu vis, voilà. Je dirais, comme l'interruption. Tu vis comme à ton habitude, tu bouges comme à ton habitude. Oui. Tu regardes comme à ton habitude, tu entends comme à ton habitude, et quelqu'un, depuis l'extérieur, va te stopper. Et là tu vas véritablement sentir une différence, que ça va te réveiller dans ta machinerie. Complètement, complètement. Et alors là, les premières choses que j'ai observées, c'est la crispation de la mâchoire, dans un premier temps. Oui. Voilà, crispation de la mâchoire. Et effectivement sentir les tensions, mais plutôt au niveau lombaire, comme s'il y avait une relation directe dans ma biopsychomachine entre mon circuit de muscles de la mâchoire, effectivement au niveau du dorsal et puis le lombaire. Ça passe pas forcément par les épaules chez moi. Alors, je note dans ce que tu viens de nous dire, qui est un propos important, du moins dans ma biopsychomachine. Parce que ce qui est intéressant, c'est un postulat d'universalité que développe comme 3e postulat de neurocognitique, qui est extrêmement important, se dire nous sommes tous pareils. Alors,
il y a des gens qui, je l'évoquerai pour le prochain livre, il y a toute une querelle entre localisationniste et non localisationniste, à savoir que pour certains, on aurait donc des aires cérébrales qui s'activent par rapport à telle ou telle fonction, ou parfois à 3 aires en même temps. Et puis il y en a qui disent non, non, ça c'est n'importe quoi, ça fonctionne par réseau sans s'occuper des localisations. J'ai un troisième avis, donc que je développerai, mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'idée quand même à considérer comme extrêmement importante, c'est que d'un point de vue peut-être neuroanatomique, nous pouvons avoir des cerveaux évidemment différents les uns des autres. La région de Broca sera peut-être ici pour un et là-bas pour un autre individu par rapport à nous tous, mais le neurofonctionnement est le même. Et c'est ça qui est extrêmement important parce que quand on donne justement une information du type « du moins dans ma biopsychomachine », ça permet aussi de laisser la liberté aux autres d'observer un autre fonctionnement. Et justement, après, ce qui va pouvoir permettre à la neurocognitive d'avancer en tant que discipline, se dire, bien, il y a eu 15 personnes entre 2020 et 2030 qui ont pu observer que moi j'ai mal plutôt dans telle situation là-bas, mais moi c'est plutôt ici. Et qu'est-ce qui nuance, qu'est-ce qui permet la nuance, alors est-ce que c'est le psychomotrinotif, c'est-à-dire les glandes endocrines chez chacun de nous qui produiraient des mécanismes différents, à ce moment-là il faut les repérer, et repérer les individus en ces termes endocrinologiques, soit endocrinien, soit c'est tout simplement des modes de fonctionnement, et là ça devient intéressant aussi pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ci plutôt comme ça, dans telle situation, dans telle époque, dans tel climat, etc. Je t'interrompais, mais c'est vrai que ta troisième explication... Alors, la troisième explication, c'est quand effectivement ma biopsychomachine est interrompue par quelque chose de non-vivant. Et alors là, c'est totalement différent, encore, parce que là, pour moi, c'est un stress suprême. Donc, le cœur s'affole très vite. Et le côté... un réveil. Voilà. Un réveil. Ah, j'avais quelqu'un en moi qui disait ça y est, il y a un fantôme qui a déplacé une armoire. Ouais, moi, je ne mets jamais de réveil. Normalement, je me réveille naturellement. Et là, pour l'expérience, j'ai mis ma psychomachine à l'épreuve du réveil. Et pour moi, ça a été terrible. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'effectivement, entre soumettre sa biopsychomachine entre du vivant soi-même et du pas vivant, quoi, enfin, je ne sais pas, du numérique, c'était vraiment très, 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 très différent, quoi. C'est très intéressant. Tout à fait ce que tu dis, en plus, alors, je suis ravi en fait que tu en parles, parce que par rapport à Stéphane, je disais, mais parle-nous de méthodologie, et c'est justement d'observer un système ou un autre ou un troisième, ou même tout à l'heure, pour ceux qui sont en chair ici, pas pour ceux qui sont sur Internet malheureusement, mais ceux en chair, nous serons un dîner, et dans le dîner, nous aurons des stoppages. Donc, tel ou tel lancera le stop pour les autres. Évidemment, là, c'est un peu le système numéro 3, mais avec un être humain en face, et qui te dit stop, parce qu'il s'est rendu compte que c'était comme ça dans ta machine, tu n'étais plus là, et veut te ramener à toi-même, par exemple. Donc, il y a en plus le petit côté généreux, affectueux et intelligent, évidemment, du processus. Donc, très bienvenue à ton propos. Alors, donc, il y a même une quatrième façon qu'on testera tout à l'heure. Si je me tourne vers les lointains, peut-être avant de revenir vers Carole, qui n'a pas encore parlé, alors les lointains qui vont peut-être se rapprocher par la conscience du propos, Aurélie, Olga, vos expérimentations basiques, non? J'avoue que personnellement, j'avais un peu du mal avec le stoppage, mais quand je mettais donc en fait différents réveils lorsque j'étais en train d'étudier, donc j'avais du mal à vraiment arrêter donc ma biopsychomachinerie parce que j'avais donc en fait une réflexion, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois en fait j'avais vraiment des contractions au niveau donc en fait de l'intestin, et tout simplement parce que je sais très bien que en fait ces dernières semaines étaient très stressantes pour moi, donc je sentais vraiment que ça me faisait aussi mal.
Mais à part ça, j'ai pas vraiment eu d'autres expérimentations qui m'ont le plus marqué, à part une fois quand j'étais donc en train de réaliser un travaux pratique. Euh, il fallait en fait localiser une membrane et en fait c'était une autre personne, un autre binôme qui avait placé cette membrane, mais la personne m'a montré quand même cette boîte et en fait sur la boîte c'était écrit 8 et avec une étiquette en blanc et puis par la suite la professeure donc a demandé c'était donc notre membrane, c'était laquelle. Et sauf qu'en fait, à côté, il y avait également une autre membrane où il était écrit 8, mais c'était en rouge. Et donc l'autre binôme ne savait plus parce elle savait juste que c'était le chiffre 8. Mais vu que là, il y a deux 8, donc elle était vraiment elle était confuse. Et puis après, je suis arrivée et j'ai regardé uniquement le chiffre et et naturellement, j'ai dit que c'était le 8 blanc, mais sauf que j'avais pas en fait pris, j'avais pas pris conscience de cette couleur-là. Et donc, je me suis en fait tout simplement stoppée et j'essaie de revoir donc, en fait l'ancien, le moment où elle m'avait présenté la boîte en face de moi. Et c'est là, je me suis dit que même si j'ai répété plusieurs fois le chiffre 8 pour m'en rappeler, mais au final, de manière non consciente, je me suis souvenue de la couleur. Donc, Ce que tu racontes est très intéressant parce qu'en effet, un stoppage, notamment donc, sur les aires visuelles, numéro 4, l'aire visuelle relative aux couleurs. En plus, ce que tu dis, parce qu'en tant qu'étudiante en biologie, ça me rappelle les homéobox, justement, et donc on pense aux doigts de zinc. Enfin, bon, on ne rentre pas dans les détails de biologie, mais c'est extrêmement intéressant parce que il faut savoir aussi qu'il y a quelques étudiants et élèves ingénieurs qui m'ont écrit qu'ils suivraient ces vidéos, mais en décalage, donc ils ne sont pas avec nous, mais pouvoir t'écouter et comprendre comment, comme tu m'avais écrit d'ailleurs en parallèle, tu peux te trouver dans des moments où tu es en train de te concentrer et tu risques de perdre ta concentration et pouvoir te dire justement je vais me stopper. Alors si je me stoppe, je prête attention à moi, je suis moi dans ma concentration, dans ma manipulation ou dans ma lecture. Et bien non, finalement, c'est le cerveau qui va au contraire trouver capacité à être plus attentif donc pour toi, à travers justement le stoppage. Et alors ce que tu décrivais là, on va y revenir bientôt, donc on va juste laisser la parole évidemment à Carole et Olga, mais ce qui est intéressant, c'est le cours pratique numéro 3, donc travail dirigé numéro 3, où on va revenir sur ce que tu viens d'évoquer, que j'avais proposé pour ceux qui souhaitaient aller jusque-là, c'est-à-dire non pas seulement un stoppage, mais stoppage et auto-observation, pardon, mais stoppage, auto-observation, mémorisation et répétition, ce qui va exactement dans le cadre de ce que tu nous as dit, qui est en effet très, très riche. Merci à toi, Aurélie. Alors, mesdames, l'une d'entre vous. Oui, ben je peux. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, en effet. Donc, moi, je faisais mes stoppages par mes propres, comment dirais-je, programmations. C'est-à-dire, voilà, la journée, je me programmais dès le matin que je veux observer les stoppages de telle ou telle fonction. J'ai expérimenté quelques-uns. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, je me stoppe sur dans un mouvement et après, donc, j'essaie de mémoriser et reproduire. Bon, c'était assez difficile de mémoriser une fois stoppé parce que j'essaie de me rappeler comment c'était. Et quand j'essaie de reproduire, je vois que déjà, si ce mouvement, par exemple, il n'est plus du tout le même, selon moi, comment elle était. De même, quand je me stoppe, quand il y a une contraction dans le corps, tout de suite, ça a toujours été comme ça, dès que je commence à
observer les contractions corporelles dans ma psychobiomachine. Et commence tout de suite à se relâcher, disparaître. Et donc, reproduire, bah, je peux, mais à mon avis, j'ai du mal à consciemment reproduire cette contraction, telle ou telle partie du corps que mon corps elle a fait par lui-même. Voilà. Et le plus compliqué pour moi, c'était écoute. C'était écoute, peut-être parce que les sons sur lesquels je me stoppais n'étaient pas constants. Donc, c'était un petit peu ça. OK, je me suis stoppée sur voilà, un passage, par exemple, bruit d'une voiture qui est passée, mais après, forcément, il n'y avait pas de reproduction. Donc, voilà, c'était un peu ça. Alors, Olga, donc déjà, merci pour ton apport parce que, en effet, on est déjà sur le travail dirigé numéro 3. La question que tu évoques sur le son, justement, Aurélie m'avait posé par écrit et immédiatement, je lui ai répondu un petit peu le mot-clé de Serge tout à l'heure. Attention, différenciation, observation et auto-observation. Si j'observe un son, j'ai entendu le son. En effet, après, il n'y a plus de son. Alors, je ne peux pas observer à nouveau le son. Par contre, si j'auto-observe comment mon oreille capture un son, comment mon oreille capture plutôt un son grave ou un son aigu en premier, comment mon oreille capture premièrement un son proche ou lointain, un son complètement envahissant ou un son complètement à un endroit précis. Quand j'arrive à capturer donc par auto-observation le fonctionnement de mon oreille, c'est pas gênant que le son ne revienne pas. Parce que je vais capturer un autre son identique, ou plus exactement, ma machinerie, ma biopsychomachine va capturer un son, c'est son habitude, c'est son conditionnement, un son identique, petit oiseau, je sais pas, ou un pimpon d'ambulance, et à ce moment-là, je vais pouvoir à nouveau être en auto-observation de je stoppe, j'observe à nouveau. Ok. Voilà, donc au fait, la chose à dire sur mes stoppages et reproductions par la suite de même neurofonction, c'était que j'ai remarqué que si on était en reproduisant la même chose, c'était peut-être pas forcément la même chose. Oui. Alors ça, on en parlera après, puis on va même entrer en expérience parce que c'est en effet une problématique. Par exemple, tu as évoqué, Olga, le mouvement, alors, dans fonction numéro 4. Dans fonction numéro 4. Donc, il y a un mouvement. Simplement que, et c'est là ce que j'avais dit au travail dirigé précédent, à la séance précédente, la difficulté, c'est l'entraînement qui va nous aider parce qu'en effet, au début, il y a eu le mouvement, je stoppe. Mais c'était comment mon mouvement? C'était comme ça? Ah non, c'était. Non, bah, si, c'était comme ça. Putain. La machine est trop rapide, ce que veut dire Serge, ça va vite. La conscience, alors on va y revenir parce que ça, c'est aussi un travail extrêmement important. Référence toujours évidemment à un autre livre que je montre ici pour qui regarde la vidéo et que, évidemment, vous connaissez tous. La conscience que l'on a à un moment donné de nous-mêmes, c'est une conscience, on va dire, qui va lentement. C'est-à-dire, par exemple, des mots sortent de notre bouche. Ces mots qui sortent, au début, bien, quand on nous dit d'en être attentif, c'est pas évident. Mais au bout d'un moment, on va être capable d'aller tellement vite dans notre attention que notre attention va atteindre les 300-400 millisecondes de la production des mots. Nous allons même être capable d'arriver au début d'un mot. Là, c'est la même idée, ça va beaucoup plus lentement. Au niveau des mouvements corporels par rapport aux mouvements intellectuels, c'est beaucoup plus lentement. Mais pareil, le début, bien, quel était ce mouvement? Je ne sais plus. J'y arrive pas, c'était comme ça, si. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus clair. On est capable rapidement, très rapidement, parce qu'on s'est beaucoup entraîné à ces diverses formes de stoppage, on arrive de plus en plus rapidement à habiter la machine. En fait, c'est question de pratique. C'est ça, une patience.
de décision, parce que c'est ce que vient de dire Nancy aussi. L'attention, je suis d'accord, le renforcement de l'attention, mais c'est surtout un renforcement de la décision à aller vers cette attention, vers cette auto-observation, mais précise. Donc, on est là avec. Donc, c'est au fur et à mesure. Moi, je me souviens qu'au tout début, donc en 2006, quand j'ai débuté la neurokinétique, c'était très, très difficile de capturer un mouvement. Ça va très vite. Alors que maintenant, quelques années plus tard, je suis très habitué. Je suis capable de... Je suis souvent en auto-observation de mon corps et de la suite aussi, mais on en reparlera plus tard. Et les mouvements, bon, c'est devenu un nouveau fonctionnement. Alors, Carole. En ce qui me concerne, j'ai eu un petit peu de mal à percevoir la différence entre les premières expérimentations qu'on devait faire et puis finalement ces stoppages, puisque quand j'avais fait les premières expérimentations, j'avais le sentiment de m'arrêter pour m'auto-observer. Donc le fond même de cette nouvelle expérimentation, je la percevais pas forcément. Et j'ai fait un petit peu ce que Olga disait, donc effectivement, avec plutôt, je m'arrêtais, j'essayais de prendre conscience de ce qui venait de se passer, éventuellement le mouvement, ce que j'avais pu faire, ce que j'avais pu dire, et j'essayais soit de reproduire, soit de refaire, sans forcément une reproduction identique, mais de me remettre dans le même schéma, et je me suis rendu compte que mon attention était beaucoup plus précise, notamment, par exemple, sur la vision. J'avais vu les premières fois que mon regard était surtout attiré par les mouvements. Et quand je revenais, en fait, je stoppais en disant je regarde un paysage, je vais finalement stopper en fermant les yeux, en me concentrant sur quelque chose qui est beaucoup plus près. Et si je repars sur le paysage, et finalement, je me rendais compte que mes yeux cherchaient en fait beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus en fait comme si finalement j'avais besoin de manger ou d'appréhender plutôt d'appréhender quand même l'ensemble des éléments qui pouvaient apparaître à mes yeux. Après, j'ai vécu une expérience qui était assez intéressante, c'est par rapport à la neurofonction de rôle. J'ai eu à intervenir dans le cadre d'une réunion professionnelle et ma biopsychomachine était très, presque, enfin pas excentrique, mais très extravertie. Donc vraiment, c'était, je devais attirer l'attention, enfin, je devais. Il n'y avait aucune obligation professionnelle, mais c'était un peu le rôle que je m'étais donné en arrivant dans cette réunion. Et puis, à un moment donné, tout s'est calmé autour de moi, simplement parce que les gens parlaient moins. Et là, en fait, le stoppage a été créé en fait, par l'extérieur. Donc, justement, ce silence environnemental. Et j'ai eu ce sentiment, mais qu'est-ce que je fais ici? C'était vraiment, là, mais quel est mon rôle, justement, vraiment, mais quel est le rôle que je veux avoir mais c'est pas ma place, un peu pour rebondir sur ce que Marie-Hélène disait, là, je me sentais pas du tout à ma place. Et quand je me suis auto-observée à nouveau, je me suis rendu compte que j'étais plus posée. Enfin, c'était pas une question de place. Je pense que le rôle que j'avais assumé au départ n'était pas conforme à ma personnalité parce que je voulais absolument être reconnue. Et en fait, après, j'étais beaucoup plus posée.
et j'étais beaucoup plus calme et mon débit de parole était plus lent, mes gestes étaient plus... Et je suis restée, oui, tout à fait. Alors, de toute façon, il n'était pas question que je parte. Parce que des fois, il y a des gens, ils s'arrêtent. On se demande, mais quel est mon rôle ici? C'est pas la réponse. Mais j'aurais pu me lever et partir, mais en l'occurrence, en fait, c'est comme si, finalement, je me recentrais mais mon corps a un mouvement aussi et je me pose, voilà, je prends du recul, je me pose et je l'ai vraiment ressenti complètement dans le corps. Quand on dit il faut prendre de la hauteur ou il faut prendre du recul, et c'est comme si vraiment j'avais ce mouvement qui m'avait été donné. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Est-ce que après, quand tu t'es posé, est-ce que tu as repris un rôle qui était différent du premier? Oui. Alors, j'ai voulu, pour repartir en fait, ou recréer la situation, j'ai essayé de reproduire un petit peu le comportement que j'avais au départ, et je me sentais mais pas du tout comme un clown, en phase avec... j'étais complètement décalée, et j'étais un clown. Là, c'était comme plus qu'un acteur de théâtre. J'étais vraiment dans quelque chose, je percevais. C'est pour ça que j'avais utilisé tout de suite la notion de, que j'étais dans, pas l'excentricité, mais j'étais le surjeu, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je l'avais pas peut-être. J'avais pas cette sensation-là dans la première auto-observation, mais c'est vraiment les mots qui me sont venus après. Juste, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, sur que tu as eu la sensation que lorsque tu travaillais les neurofonctions, simplement une neurofonction par jour dans la semaine, tu avais déjà ce stoppage. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que tu avais ce stoppage à ce moment-là, où tu prenais conscience de toi. Mais les stoppages sont là pour entre guillemets, te surprendre à un moment où tu n'es pas là. Donc pour te réveiller dans ce moment-là et pour t'amener d'un stade de non-conscience à un stade de conscience, d'auto-observation de toi. Ah, je suis comme ça là. Ah là là. Bon, voilà. D'accord. C'est juste pour te resituer. Et en plus, on ira plus loin par la suite, mais ce qui est très interpellant, quand on l'auto-observe, justement, on en est presque gêné. Quand c'est chacun d'entre nous, quand je raconte une histoire, je suis dans mon histoire. Et alors, je me tourne vers Isabelle en disant, oui, d'ailleurs, Marie-Hélène a dit tout à l'heure. Marie-Hélène, c'était pour le... C'est pas lui qui l'a dit en plus. C'est pas lui qui l'a dit. Voilà. Et très souvent, voilà, on est pris dans notre histoire et on n'est plus dans le présent. C'est ce décalage entre passé et présent. Et ce qui peut être très interpellant, c'est les moments où on va être suffisamment en connexion avec ce qu'on raconte, le moi-je qui raconte, qui était, et le moi-je qui sait qu'il est là en train de raconter. Mais bon, on va travailler ça en connectant ça progressivement, mais juste pour en parler. C'est le corps du moi-je. Là, on est sur du corporel, en effet, comme le souligne Serge. C'est comme si, en fait, on visionnait un film sur lequel on joue, enfin, oui, dans lequel plutôt on joue, mais avec cette impression de décalage, c'est assez déconcertant au départ. Merci d'avoir redonné ça. Alors, on a Constantin qui nous a rejoint, mais comme Constantin m'a expliqué qu'il revenait du Japon et qu'il était en plein décalage horaire et qu'il n'avait pas pu travailler nos expériences, donc je ne vais pas lui poser des questions, mais je vais vous proposer qu'on commence maintenant précisément à travailler, ce qui avait été un petit peu évoqué, donc le travail dirigé numéro 3, donc on va en revenir à, et on va l'expérimenter maintenant tous ensemble, ce qui me paraît extrêmement utile, et ça je l'avais souligné la dernière fois, c'est véritablement pédagogiquement la meilleure méthode. Donc, des moments où on va pouvoir travailler un stoppage, suivi de, non pas go et je repars, mais suivi de j'auto-observe
ça paraît un peu semblable, en effet, par rapport au début de l'expérimentation de la première séance de travaux dirigés, mais là, ça se démarque radicalement parce que je mémorise ce qui a été stoppé sur un angle ou un autre. Donc là, on va plus être dans des stoppages transmodulaires à travers j'arrête un en fonction 4, ou j'arrête un en fonction 3, ou j'arrête un en fonction 1, et à chaque fois tel ou tel, donc ce sera très précis. Alors, évidemment, je vous donnerai les chiffrages si on veut aller vite, ou sinon je parlerai plus doucement en sémantique plutôt qu'en numérique. Par exemple, j'arrête ma neurofonction tension, relaxation musculaire. Et donc, stop, go. Mais avant, j'ai pris conscience de qu'est-ce qui était contracté. Donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir me dire, en effet, je peux insérer avant le redémarrage, le va, le go, le GE, je peux me dire au moment de redémarrer, avant de redémarrer, je vais pouvoir me dire, parce que j'ai observé, je mémorise et je le répète. Et là, on y revient, la répétition va être de plus en plus précise. Est-ce que ça vous dit qu'on commence justement par... Moi, j'avais le bâillement qui était de plus en plus fréquent et précis, mais pas par ennui, mais vraiment par réaction corporelle, parce que je suis fatiguée. Et en même temps que tu parlais, j'observais ma biopsychomachine qui bâillait, qui bâillait, qui bâillait. Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un stoppage. Mais... Si on t'aurait stoppé à ce moment-là, oui. Autre suggestion, parce que si quelqu'un baille, après, on a envie aussi. Bah oui, enfin, ça dépend de ton niveau d'empathie, il paraît. Oui, c'est un jeu de miroir, mais cela dit, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, je reprends le geste que Stéphane, que la machine de Stéphane a effectué, je baille, et c'était ce geste-là. Évidemment, on sait que pour éviter toutes les maladies qui circulent par nos poumons depuis la période Covid, si je baille, ça va être plutôt ce geste-ci. Voir ce geste-là. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte complètement du fonctionnement de la machine en termes de mouvement, puisqu'on est sur des mouvements corporels en l'occurrence. Donc, neurofonction 4, comment la machine fonctionne. Et moi, je me réveille dedans. Voilà, comme ci, comme ça. On a remarqué que Dacier, ils sont des petits moulinets. Ils moulinent. Voilà. C'était, je ne sais plus quel est le philosophe citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau, qui avait évoqué la réflexion du promeneur solitaire, donc il marche, et tac, 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 les pas qui vont rythmer le raisonnement, la réflexion, les mots, et les mots des mots, et c'est intéressant aussi. Alors donc, je vous propose, eh bien, qui veut être un stoppeur, une stoppeuse, et puis Il faut avoir une discussion. voilà, on lance une discussion, et très rapidement, on va stopper. Aurélie, je sens que tu es prête à parler. Non? Parce que c'est souvent le cas quand on démarre les stoppages, on est en groupe, plus personne ne dit plus rien. Oui. Tout Et le monde se fige. Constantin, il peut parler maintenant. Moi, je ne bouge plus. 4. Alors, je ne sais pas si vous avez pu être attentive, en ce cas, donc c'est une fonction mouvement. Alors, par exemple, j'ai un mouvement comme ça, une inspiration un peu bizarre, et puis on me dit 4, et je me dis, alors maintenant, je vais réessayer de... Voilà, je vais reproduire ce que la machine avait spontanément produit. Alors, qui veut on relance ça, on commence une discussion comme ça, là, on a une fille qui parle, voilà, qui est en bâillement, qui est en rire, qui est en grattage de dos, qui est en rebâillement parce que j'en vois Aurélie en bâillement, Constantin en sourire. Constantin, il se contient pour Alors moi, je souris parce que moi, je ne suis pas en bâillement, là, je suis annihilé, là. Donc, là, après, tu es dans l'endormissement. Non, oui, je ne sais pas. Je vais dire que si le stoppage s'applique au fait de rester éveillé alors qu'on ne doit pas rester éveillé,
je pense qu'à mon avis, j'ai dû dépasser. Là, je suis à la 27e heure, donc sans sommeil. Donc oui, je dirais que c'est marrant parce que je voulais bâiller tout à l'heure en regardant, mais je me suis dit si je bâille, je vais m'endormir. Donc oui, je me suis, j'ai dû contracter tous mes muscles pour rester, rester. Oh, vas-y. Alors, comment tu peux revenir à ce que tu disais? Voilà. Tous les muscles, voilà, il y avait ce haussement au moment où tu parlais. J'ai haussé les épaules pour montrer en tout cas ce que j'étais en train en tout cas de vouloir signifier, de rester éveillé, hein, tout simplement. Et j'ai senti comme un frisson en fait. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si il fait froid en ce moment, mais moi je suis revenu du Japon et au Japon il faisait une certaine température. Le fait d'être véritablement en train de presque dormir debout, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, m'obligeait à conscientiser en fait le Stop, fait que j'étais en train. stop, go. Oui, je suis en train de faire le petit tourniquet comme. Donc, voilà, comme Dan fille. Donc, tu as une machine en tourniquet, tu observes soudainement, et après, tu te dis maintenant, j'ai capturé, j'ai mémorisé, et je reproduis le même tourniquet, non pas un autre, non, c'est bien celui-là. Et Constantin a du mérite, après 27 heures sans dormir, c'est presque un record. On va rentrer dans le livre des records de la neurocollective. Alors oui et non, parce que la première fois que j'ai découvert justement le stade 2 de veille, j'étais âgé de 18 ans avec un de mes meilleurs amis. On s'était rencontrés en début d'après-midi, c'était le soir, la nuit qui tombait. On avait passé le temps à marcher dans la ville, on marchait, on discutait. Et soudainement, je prends conscience et je lui dis, je me rends compte que j'ai du mal à marcher. On s'est fatigué, enfin mon corps est fatigué. Stop, go. Mon corps est fatigué. J'ai le même doigt dans le même sens. Et mon corps est fatigué, mais moi, à l'intérieur, je ne suis pas fatigué du tout. Comment est-ce explicable? Et à ce moment-là, j'ai réalisé cette division de l'attention, vraiment un travail de thèse, hein, vraiment étonnant, division de l'attention entre un processus qui est vraiment complètement fatigué et un autre qui l'observe, qui lui, pas fatigué. Donc on est là devant, à mon avis, quand on s'efforce, on passe à un sureffort, un effort au-delà de l'effort. Mais paradoxalement, ça nous permet précisément d'avoir une conscience de soi tout à fait libre. Donc c'est ce que vit Constantin, à mon avis, n'est pas un record extraordinaire, mais est là. Je suis ultra conscient là. Absolument, je comprends bien. Un marathonien. Mais je pense que j'ai vécu exactement la même chose au Japon les premiers temps où j'ai dû devoir manger en fait à certains horaires et j'avais pas du tout faim, mais je m'obligeais à manger parce que je savais très bien que c'était une nécessité pour que mon organisme en tout cas se cale sur l'horaire en tout cas qui m'était imposé et aussi l'histoire du réveil. Le réveil. Alors, moi, j'utilise pas un réveil pour me réveiller le matin. Je me réveille toujours à la même heure et j'ai jamais eu de problème, en tout cas, pour me réveiller le matin. Sauf que le problème, c'est que quand on est décalé avec les horaires, bah, on pourrait penser que finalement, ça va pas bien se passer. Parce que finalement, c'est peut-être notre horloge biologique, elle est calée sur un horaire qui est celui en fait de l'endroit où on vit, c'est-à-dire en France pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense que cette horloge-là, elle est pas bloquée sur, sur un horaire en particulier, mais plus particulièrement sur des états dans lesquels on est en fait pendant la journée, et particulièrement par rapport à la température du corps. Et je pense que par exemple, je sais que je vais commencer à m'endormir parce que
parce que mon corps va commencer à se refroidir. Et je pense que le corps est capable on est capable d'imposer au corps les moments où on va manger, les moments où on va s'endormir. Parce que le premier jour où je suis arrivé au Japon, en fait, j'ai réussi à imposer à mon corps à dormir à un horaire qui était beaucoup plus tôt que celui qui était celui de ma normalité. Je me suis endormi à 20 heures, alors que à 20 heures moins 8, c'est comme si j'avais commencé ma nuit à midi. Chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc, c'est pas un stoppage. Je ne sais pas comment tu appellerais ça, Danfield, mais c'est une volonté forte d'imposer à son corps de faire quelque chose imminemment. C'est-à-dire. Alors là, Constantin, l'objectif pour l'instant, parce qu'en effet, tôt ou tard, on passera à l'exploration du stade 3 de veille, un stade actif, où on essaie de modifier les programmes dans la machine. Mais pour l'instant, on s'intéresse uniquement au stade 2, c'est-à-dire un stade passif, où on observe comment la machine... On auto-observe en fait son organisme. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est tout ça. C'est une constatation, hein, parce que pour le coup, j'ai vécu cette expérience-là. Alors je dirais que j'ai été étonné moi-même, en tout cas, de pouvoir dormir à une heure qui n'était pas celle à laquelle normalement je devrais dormir si. Et jamais j'ai fait ça de toute ma vie. Donc je ne sais pas dormir à midi. J'ai jamais dormi à midi. Je ne sais pas dormir pendant la journée. À part faire une sieste de 30 minutes, je ne sais pas faire. Voilà. Mais j'ai constaté que j'étais capable de faire. Parce que j'ai demandé à mon organisme de le faire. On a beaucoup de surprises sur les possibilités psychologiques et physiologiques de notre organisme biologique. Donc, quand on voyage, on est assez conditionné aussi par le jour-nuit. C'est-à-dire que même si on a un décalage... On va dire stop. Go. Alors, peux-tu revenir sur ton mouvement? Oui. Un décalage. Un décalage. Oui. Un décalage. Et c'est-à-dire qu'en fait, même si le jet lag opère, notre cerveau enregistre tout Stop. les jours. Go. Notre cerveau enregistre tout les jours. Il y a des petits mouvements. Ah, il y a un petit mouvement. Il y avait un mouvement que tu avais eu. Les ballons de rotation. Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà, exactement. Là, on est devant un cas tout à fait concret. Là. En même temps, parenthèse extrêmement importante, parce on avait travaillé il y a quelques années sur des dîners, justement, on va essayer ce soir, où on avait des gens qui rentraient dans une conversation. Ah, ce que je dis, c'est super important. Puis quand il y a le stoppage, quand même, ce que je disais, ce qu'on dit, c'est pas important. C'est comment nous le disons. C'est-à-dire quelle est la conscience dans la machine. Et là, en effet, tu avais repéré la fin du mouvement, mais pas le petit mouvement avant. La petite rotation. La danse. Alors, je propose qu'on essaie, par exemple, de travailler maintenant sur la non-fonction 3, parce que la non-fonction 4, alors, il y a eu à un moment donné, on a eu avant le tout sautage de Constantin à l'instant, qui était dans la sans le micro, hein, sans le micro. Sans le micro, bah, tout va bien. Avant, sans le micro, mais sans le micro. Je sais, il y a un petit jeu de mots aussi. Bon, tout est à moitié, tout est mis. Croque-bouge. Bon, tout à l'heure, il y a 10 minutes, c'était Aurélie qui s'est mise comme ceci. Et donc, voilà. Bon. Et en même temps, on a une Olga de travers à nouveau. Mais mais je vais vous proposer qu'on travaille sur la non-fonction 3, c'est-à-dire visuelle, pour pouvoir se dire, j'auto-observe comment mon regard fonctionne au moment où on va donc donner le stop ou le 3 dans les instants qui viennent. Donc,
Si tu veux continuer, Isabelle, tu peux, évidemment. Je sais plus. Mais bien sûr. Si, ça y est, je sais. Ça y est, je sais. Oui, que notre corps est conditionné au changement de jour-nuit, de température, etc. Ce qui nous permet... Stop. Voilà, qui allait vers la droite, puis vers la gauche, du bas vers le haut. Ce qui permet à notre corps de s'endormir ou de se réveiller aux heures qu'on n'avait pas prévues forcément ou qui n'étaient pas les nôtres. Stop. Alors, là, je travaille plutôt sur, pas le mouvement justement, mais sur ce que ton œil voit. Mon œil ne voit pas. Il promène et... Une accrocherie. Je n'ai pas l'impression qu'il accroche. Non, parce que, en fait, je suis focalisée sur ce que je suis et sur ce que je veux transmettre. Et du coup, je vous regarde, mais sans vous regarder. Sans vous voir. Sans vous voir. Oui. Alors, très souvent, alors je raconte ça aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quand tu parles à quelqu'un et que tu prends conscience de toi en train de regarder l'autre, parfois, tu as l'autre qui dit « Mais pourquoi vous regardez ça ?» C'est terrible. Alors qu'en réalité, tu es plein de bienveillance, mais l'autre l'ignore. Et toi, par contre, tu es dans cet effort d'attention visuelle. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de pouvoir avoir cette attention visuelle en montrant quand même à l'autre que tu l'aimes bien. Donc, du côté de Olga, Constantin, Aurélie, quelle impression ce qui vient d'être dit? Si on vous stoppe en vous demandant d'être attentif à ce que vos yeux ont vu, et la problématique qu'évoquait Isabelle, qui nous arrive à tous, je parle, mais je suis pris ou prise dans mes propos, donc mes souvenirs ou bien la construction de ce que je dis, et donc je ne vois plus l'autre. Et je ne vois plus, je ne sais plus que je vois l'autre. Alors qu'autrement, je peux avoir un regard très présent, tout en étant conscient, ça demande une division d'attention à nouveau, donc deux groupes de neurones qu'on met en connexion l'un avec l'autre grâce justement à une attention. Alors là, c'est un stade 2 très attentif, on est presque au stade 3, presque actif. Donc, et le regard est très stabilisateur. Donc si on est déjà dans le regard, ça va stabiliser la discussion et ce que l'on a à dire. Quand je suis en train de regarder à gauche, je suis, comme vous dites, stabilisé. Quand je regarde à droite, je suis déstabilisé parce que je me vois et je concentre plus. Je me dis, est-ce que je suis bien assis? Est-ce que mes épaules sont pas trop bas? Est-ce que je suis penché? On est dans le jugement. Oui, mais là, on s'observe, on s'auto-juge et c'est vrai qu'on a tendance à... Ça déstabilise. Et là, dans ce cas-là, Laurent, tu es sur la neurofonction 6, et donc ton rôle corporel, mince, pourquoi je suis comme ça? Je dois être comme ci, et tu passes à un autre travail. Et surtout, il y a la problématique de l'oubli de soi. On est absent à soi-même, au lieu du rappel de soi, on est présent à soi-même. Et que je dois pouvoir me regarder en sachant, en sentant finalement, c'est presque comme si on m'appuyait sur le corps dans la fonction 1, je sens que je suis là. Donc tant que, plus exactement, regardez une posture d'informaticien, tant que j'ai conscience de moi, stop, go. Alors là, par exemple, le regard. La machinerie qui baissait le regard. Intéressant, parce que ça nous arrive à tous. En général, quand on parle à quelqu'un, on regarde les lèvres, pour ne pas se tromper. Donc, mon regard qui avait commencé vers les yeux de Laurent, qui arrivait au nez, quand il y a eu le stop, j'étais presque à la bouche. La machinerie qui... Voilà. Et donc, le regard qui était attiré, voilà, si on va sur le plan non plus moteur, corporel moteur, mais sur le plan sensoriel, en l'occurrence visuel, j'étais plus attiré par ce qui pourtant est attirant, un regard. Mais j'étais attiré vers ce qui n'était pas le regard, c'est-à-dire justement la zone nez ou bouche. Voilà, on peut observer de cette façon-là, avec l'analyse évidente du processus.
Donc, ce que je disais simplement, c'est que quand on est dans cette attention qui va être portée à l'autre, souvent, on va avoir cet oubli, je disais bien corporel, on va être pris par le regard, alors ça peut être pire encore, c'est pas forcément l'autre, mais c'est ce que l'autre nous dit. Ah, tu sais, tu vas devenir milliardaire à ce moment-là. Alors, donc, blague à part, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est captivé, hypnotisé par ceci ou cela, on est pris par, ça peut être un film, ça peut être le film des événements, ça peut être le regard de l'autre, mais en tous les cas, c'est on a oublié soi-même corporellement, donc forcément, bah là, on est complètement oublié. Par contre, si jamais je prends conscience de moi, me regardant, en disant ah, j'ai telle posture, c'est bien, c'est correct, déjà, un monsieur sérieux quand même si je sais que je peux mourir dans 10 secondes et finalement je serai un tas de viande et c'est pas très sérieux, eh bien, à partir du moment où il y a un peu quand même, hein, comme aurait dit Woody Allen, c'est de l'humour juif new-yorkais, attention, c'est terrible. Mais derrière tout ça, il y a cette idée de se dire, tant qu'on arrive, tant que je repense, tant que je prends conscience de moi et que je maintiens cette conscience, à ce moment-là, le regard de l'autre ne m'hypnotise pas, mon regard à moi-même sur le rôle corporel que je joue à travers moi ne m'hypnotise pas, et donc, bien, je suis libre à l'intérieur. C'est l'objectif à atteindre. Il y a ce qu'on vous avait dit les premiers, lors de la présentation des neurofonctions corporelles. Il y a cet aspect de rester là, ce que vient de dire Nancy, mais je vais le dire avec d'autres mots. Et là, on parle du regard, donc on est d'abord avec notre regard, on habite notre regard et on parle ensuite. Donc je ne suis pas sorti de moi pour parler, ou là précisément, je suis pas sorti de la conscience à mon regard et ce que je regarde et comment je le regarde, parce qu'il y a cette décision qui est prise d'être. Moi, je suis un spécialiste de la décision. Je vais vous ramener toujours vers la décision. Et donc, c'est cette décision qui est prise d'être là, d'être avec mon regard et je parle. Donc après, mes mots vont venir s'ajouter à cette première décision qui est d'être là, avec la manière dont je me regarde. J'ai répété un peu, mais pédagogie, c'est répété. Alors, en plus, Serge qui vient et qui revient, oui, sur certaines notions, disons qu'il est important, de capturer la machine telle qu'elle a lieu, et parfois, en effet, de se dire qu'on capture un élément ou un paramètre avant un autre. Et on travaillera ça au niveau des neuroconnexions. On se dira à un moment donné, j'observe ceci et cela. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'en effet, observer ceci d'abord, puis cela ensuite, est facile. Alors que cela en premier et ceci en second, ben là, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à garder la conscience ou l'attention portée à. Donc ça, c'est intéressant. Ça, j'en ai parlé donc 2 fois ce soir. Alors, je vous invite à ce qu'on avance un peu, puisqu'on va clore particulièrement tôt notre soirée, donc sur le plan expérimentation, discussion. Alors, est-ce que, pour l'instant, la présentation donc, de ce travail qu'on va mettre en œuvre pour 2 semaines, on va évidemment prendre date après avoir coupé l'enregistrement, mais est-ce que ça vous paraît clair pour tous, présents en chair ou ceux qui sont sur Skype? Oui. Moi, c'est bon. D'accord. On lui dit oui aussi. Bon. Et Olga? D'accord. Bon, c'est clair parce que plusieurs d'entre vous avaient déjà commencé l'expérimentation, donc observation, enfin stoppage, observation, mémorisation, répétition. Donc, mais là simplement, je voulais qu'on rentre un petit peu en expérience. Donc déjà sur un travail de type corporel moteur, donc en fonction 4, on bloque ci, on bloque ça. On pourrait aussi travailler sur
du corporel moteur stabilisé, c'est-à-dire une posture. Je crois que j'ai cette posture-ci plutôt que cette posture-là. Par exemple, la machine dans laquelle j'habite est comme ça, je l'observe. Bon. Et puis, il y a évidemment, on a travaillé un petit peu donc, sur le plan entrée et non pas sortie, donc non computationnel, en l'occurrence donc, le visuel, la vision. On pourrait travailler aussi sur l'audition, même principe. On en a un petit peu parlé, donc c'est déjà plus clair, l'expérience d'Olga et aussi d'Aurélie. Et puis, on a parlé aussi un petit peu, on a évoqué la non-fonction 1, donc pouvoir observer les contractions ou décontractions. Alors, on n'a pas parlé du tout, peut-être, parce qu'on a parlé aussi du rôle corporel, on n'a pas parlé du tout de l'espace. Oui, exactement. Donc, je vous propose donc de réaliser là, par exemple, pour ceux qui sont en chair, parce que ceux qui sont sur leur chaise habituelle ou leur fauteuil habituel, évidemment, ou leur divan habituel, c'est peut-être plus délicat, mais pouvoir se dire, tiens, pourquoi est-ce que, pour ceux qui sont là présents, alors le pourquoi serait plutôt le comment, mais pourquoi entre guillemets, donc, mon corps est allé se placer ici plutôt que là. Alors, vous allez me dire, oui, toutes les places sont prises, il n'y a plus de choix. Moi, on va obligé. Hein. Voilà. Voilà. Vous voulez pas être là, moi, au début. Enfin, la machine ne voulait pas être là. Voilà. Mais pour les premiers. J'ai choisi, oui, j'ai choisi. De décision. Alors. Pourquoi ou comment, en fait, il y a une question de position par rapport à l'écran. Il y a une question de position aussi par rapport à l'espace entre ma biopsychomachine et le mur, là qui me fait face. J'ai besoin d'espace. Donc, si je suis là, je n'ai pas le même espace, évidemment, pour moi. Donc, c'était ça. C'était là. Et moi, je suis placé au niveau des appels pour être en face. Parce que j'étais la deuxième. Voilà. Oui. Ok. Stéphane, tu t'es dit. Personnellement, j'aime pas être trop près de l'écran. Donc, critère de l'attention, c'est plutôt la proximité ou l'éloignement de l'écran. D'accord. Donc, j'ai pas forcément peur des écrans. Hein, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a des gens qui pourraient sortir de l'écran. C'est terrible. Donc, l'idée, elle est là, c'est de pouvoir aussi auto-observer dans des moments choisis, des stoppages, on en a parlé, méthodologiquement parlant, il y a plusieurs façons de stopper la machine, et découvrir où cette machine, qu'elle soit en mouvement ou stabilisée, où cette machine se positionne-t-elle dans l'espace extracorporel, et réaliser, donc, pour pouvoir en parler la prochaine fois, elle est là, ou là, ou là, ou là. Donc après, on va avancer sur des processus de symétrie et d'asymétrie dans précisément ce que j'ai un petit peu évoqué aujourd'hui, préparé, c'est-à-dire le stade 3 de veille, c'est-à-dire qu'on va modifier un peu les programmes dans la machine et explorer comment on peut les modifier d'une façon soit symétrique, soit asymétrique. Donc, pour préparer ça, je vous invite à bien explorer déjà la machine. Donc, j'ai vu Constantin bailler. Ça y est. Ah bah oui, là. Alors, je vais clore l'enregistrement et puis je vous garde quelques instants tous pour décider d'une date